OK, alors ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de travailler sur cette EC3 que tu as sous les yeux, qui rentre dans le chapitre sur l'engagement politique. On nous dit à l'aide de vos connaissances et des documents, vous montrerez la diversité et les transformations des objets de l'action collective. Donc déjà, on peut réfléchir à tout ce qu'on sait déjà sur notre chapitre. On peut se dire, OK, donc déjà, tout ce qui est engagement politique individuel, concrètement, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ici, c'est plutôt l'action collective. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait? Premier réflexe, on commence à définir ce que c'est l'action collective. Je le fais pas tout de suite, enfin je le fais pas avec toi directement, je te fais confiance sur la notion, je sais que tu es capable de me donner la définition. Donc ce que je te propose, c'est au fur et à mesure où tu regardes la vidéo, note ce que c'est l'action collective, prends des notes, OK? Maintenant, nous, ce qu'on veut montrer, c'est la diversité et les transformations de ces objets, pardon, de l'action collective. Ce que tu as vu normalement, c'est qu'il y a un répertoire de l'action collective qui, à l'époque, était très restreint sur des conditions de travail, sur des protestations concernant des salaires et des primes, et qu'aujourd'hui, on a plutôt un panel, un répertoire qui s'est diversifié, et on va le voir à travers notamment des documents normalement, hein, qui vont nous permettre de donner des exemples et peut-être des données chiffrées concrètes. C'est pour ça qu'on entend, répertoire de l'action collective par diversité. La diversité, c'est quoi? Ça veut dire que, voilà, on a le choix aujourd'hui en termes d'engagement politique et d'action collective. Donc voilà, 2 notions qui vont être très importantes, à la fois diversité et transformation. Donc si on parle de transformation, ça veut sous-entendre qu'on va devoir essayer d'étudier en fait ce répertoire de l'action collective de manière évolutive. Comment elle a évolué? Donc techniquement, on devrait avoir des dates. Alors je le fais totalement en direct, hein, avec toi, hein, j'ai pas vu les documents, on va voir ce qu'on peut en dire. Je répète, comme je répète à chaque fois dans les vidéos, il n'y a pas un plan possible. Là, on est sur une EC3, donc l'idée, ça va pas être de faire des grands axes avec des sous-parties, mais plutôt un enchaînement plutôt en l'occurrence, 2 paragraphes. Donc un paragraphe, une idée, un deuxième paragraphe, une idée, et cetera. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas plus de 4 idées, d'accord? Parce que si on prend en compte l'introduction et la conclusion, on a au moins 2 paragraphes dans le développement, 2 en prenant en compte l'introduction et la conclusion, ce qui fait beaucoup trop par la suite. Déjà, on aurait 4 paragraphes, ce qui serait déjà pas mal. Donc on essaie pas de faire, voilà, plus de 4 paragraphes, ce qui serait déjà pas mal pour le coup. Maintenant qu'on a regardé un petit peu notre sujet, qu'on sait de quoi on va parler, on sait qu'on va utiliser forcément nos documents plus les connaissances. Donc à chaque fois qu'on va avoir une idée dans un document, voilà, on va voir comment on va pouvoir le lier à nos documents. On a un document ici qui nous montre donc la part des différents motifs d'action protestataire. Voilà, on a des dates, hein, ici, hein, de 75 à 2005. On regarde la source, on est sur du Cambridge University, de 2012. Bon, c'est un document qui a été pris quand même du manuel, de terminale, de 2020. La source ici, ce qui va nous intéresser, c'est pas celle, du manuel. Bon, je vais effacer du coup, le petit surlignage là que j'ai fait. La source, vraiment la source fondamentale ici, c'est Cambridge University Press de 2012. La date qui est dans la source ne nous intéresse pas. Les dates qui vont nous intéresser vont être dans le titre de notre graphique. On nous parle donc d'actions protestataires qui ont évolué de 75 à 2005. On essaie de voir la part de ces différents motifs qui sont coloriés en pourcentage du total des mobilisations. Ce qui veut dire quoi? Si on prend alors, bon, je sais pas ce qui te saute aux yeux, mais moi, ce qui me saute aux yeux, c'est forcément l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que si on regarde la part, des couleurs qui apparaissent pour ce pays-là, on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de bleu-violet, hein. Ça dépend ce qu'on veut voir. Alors moi, je vois plutôt du allez, je serais tenté à dire violet pour le coup. Bon, de cette couleur-là, hein, tu m'auras compris, on a, quasiment 70, je dirais, hein. On essaie d'être le plus précis possible, même si c'est comme un peu compliqué de l'être totalement. On a 70 qui correspondent à des motifs culturels, donc c'est-à-dire mouvement féministe, homosexuel, immigration, Europe, éducation, droit. Bon, normalement, ça te fait penser à quelque chose ça. Homosexualité, immigration, bon éducation, ça reste un petit peu plus large, mais mouvement féministe plutôt. Droit, droits de population qui peut-être ont une place dans la société déjà marginalisée entre guillemets ou considérées quand même inférieures et qui font l'objet de discrimination.
tout de suite, ça doit te permettre de faire le lien avec ce qu'on a appelé dans le cours les NMS, les nouveaux mouvements sociaux. D'accord? Super important. Donc ici, on est sur du 70 à peu près en Allemagne. Donc, au lieu de faire une lecture un petit peu banale, j'ai envie de dire, ou on va dire, en Allemagne, 70% des mobilisations sont pour motifs culturels. Ce qu'on peut dire pour mettre un peu plus en avant notre idée, c'est que sur 100 mobilisations, sur 100 actions protestataires, 70 sont des protestations pour motifs culturels, mouvements féministes, etc. Bon, ce qui entre parenthèses, après, c'est pas, j'allais dire, pas obligatoire de le noter. Ce qu'on peut faire pour mettre encore plus en avant cette idée qu'on a une grande part de protestations pour motifs culturels, c'est de bien plus de la moitié ou de la grande majorité des actions protestataires en Allemagne entre 1975 et 2005 sont pour motifs culturels. Et là, on a montré qu'il y a une grande part effectivement de motifs culturels. L'idée, c'est que quand tu vas faire ton analyse et que ton correcteur au bac va lire ta copie, l'idée, c'est qu'au maximum, il puisse la lire sans avoir à regarder les documents. D'accord? Dis-toi comment je peux faire une lecture la plus pertinente pour qu'il n'ait pas à aller voir dans les documents. Parce que tu imagines qu'il a des dizaines et des centaines de copier corriger. S'il doit aller voir à chaque fois les documents, je ne dis pas le temps qu'il va y passer et c'est pas ce qu'il va faire non plus parce qu'il n'a pas à y passer du temps. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ce qui nous saute aux yeux pour l'Allemagne, en comparaison à peu près avec les Pays-Bas où la proportion est pas identique, mais assez importante. On est sur du plus de 50% pour les deux pays. Alors pour la France et le Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. Donc ce qui nous saute aux yeux, en Allemagne, c'est les motifs culturels. Par contre, si on regarde en France, pour le coup, même au Royaume-Uni, en France, les motifs culturels descendent plutôt sur du 40-45%. Ce qui prend le plus de part, si on compare entre la France et l'Allemagne, c'est les motifs économiques. Et les motifs économiques, si tu te rappelles de ton cours, quand on avait vu un petit peu l'évolution de l'objet de l'action collective, du répertoire de l'action collective, on avait vu que les revendications, au départ, étaient plutôt basées sur des motifs économiques. Quand on a vu, par exemple, le début du XXe siècle, avec des manifestations qui concernaient des hausses de salaire, etc. Donc ici, on est sur du 23,8 environ, donc on va arrondir à 24. On va refaire un petit peu la même lecture. Sur 100 actions protestataires entre 1975 et 2005, en France, 24 concernent des actions pour motifs économiques, par exemple. D'accord? Si on va aller encore plus loin, 24, on peut arrondir. Alors, arrondir, c'est vite dit, mais on peut mettre 25 au lieu de 24. L'idée, c'est que, voilà, comme tu n'as pas le droit à la calculatrice, tu peux te permettre de faire des arrondis. D'accord? On ne peut pas être précis sans calculatrice. 25, ce qui représente un quart des actions protestataires. Donc voilà, pour prendre ce 23,8 et le mettre un peu plus en avant, on peut dire qu'effectivement, entre 75 et 2005, sur 100, si on prend une base de 100 actions protestataires, sur 100 mobilisations, 25 sont des actions protestataires pour motif économique. Voilà pour la comparaison entre la France et l'Allemagne. On peut faire plein de comparaisons, il n'y en a pas qu'une de juste, mais l'idée, c'est d'aller voir un petit peu la comparaison entre motifs culturels et économiques, en se rappelant que dans l'histoire, si on revient dans l'histoire, auparavant, on avait plutôt des actions protestataires pour motifs économiques et qu'aujourd'hui, ils sont plus culturels. Si on veut aller encore plus loin, on peut citer le Royaume-Uni, où la part des motifs environnementaux, cette fois-ci, prend une part quand même assez importante. On est à peu près sur du 70 à 80, non, du 60 à 80, voilà, pour essayer d'arrondir encore une fois. Donc on a un cinquième des protestations pour motifs économiques dans la part totale des mobilisations au Royaume-Uni. Voilà pour le document 1. Document 2, qu'est-ce qu'on a? Bon, évolution des thèmes de conflits collectifs. Cette fois-ci, on ne va pas parler de motifs, mince. On ne va pas parler de motifs, mais de conflits. Conflits collectifs dans des entreprises de plus de 20 salariés. Notre source Up, elle est ici. On est sur du gouvernement français, sur le ministère de l'Emploi. Donc, toutes ces données, normalement, devraient concerner la France, seulement la France. On lit bien le champ qui nous dit qu'on est sur un ensemble d'établissements de 20 salariés ou plus du secteur marchand et associatif, hors agriculture. Bon, ce qui saute aux yeux, encore une fois, on prend la distance. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est les salaires et les primes. J'en parlais tout à l'heure. On essaie de regarder en 2005, on arrivait quasiment sur du 60%. Donc, ça veut dire que sur 100 entreprises de 20 salariés ou plus,
60 faisaient l'objet de conflits, du travail concernant plus particulièrement les salaires et les primes. Ça, c'est notre base, d'accord? Une fois qu'on a fait l'étude de cette valeur-là que je viens d'entourer, on essaie de voir comment ça évolue et on voit que la tendance est à la baisse. Et effectivement, si on repense à notre cours, on voit que les conflits du travail, les motifs économiques, comme on a fait le lien avec le document juste au-dessus, le document 1, eh bien que ces motifs sont à la baisse. On passe de, si on arrondit encore une fois, de 60 à 50, 60 à 50, donc on a une baisse de moins 10 points. J'insiste bien sur le moins 10 points. Quand on fait une comparaison de pourcentage, le résultat est en points de pourcentage, ce qui n'est pas le plus pertinent pour le coup. Ce qu'on peut dire par contre, euh, c'est qu'on a une baisse de un sixième à peu près de la part de ces conflits concernant le salaire et les primes. Voilà, je pourrais essayer de faire une transformation pour mettre en avant la diminution. Par contre, cette diminution, elle ressort assez globalement par rapport à une autre valeur. Ici, j'entoure donc le salaire et les primes. Et on voit que la tendance est à l'inverse concernant les conditions de travail. Conditions de travail, on était en 2005 sur du, allez, on va dire 35 ici. On monte jusqu'à 50, donc on a plus 10 points de pourcentage. Donc, on peut essayer d'admettre une hypothèse que entre 2005, alors je regarde bien les dates, ouais, 2005 à 2017, donc c'est-à-dire en 12 ans, les conflits collectifs dans les entreprises de 20 salariés ou plus se portent davantage aujourd'hui concernant les conditions de travail, non plus sur les salaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne manifeste plus, qu'on ne met plus en avant des actions collectives pour essayer d'améliorer des salaires ou pour avoir des primes. Parce qu'en 2017, on est encore à 50%, donc ça veut dire une entreprise sur deux de 20 salariés et plus font l'objet de conflits collectifs dans le but voilà, d'améliorer les salaires et les primes. Mais ce qu'on peut voilà, nuancer, c'est que cette tendance est à la baisse, mais qu'aujourd'hui, on va plutôt favoriser des meilleures conditions de travail. Ce qui peut supposer, encore une fois, que la recherche d'un salaire, d'un meilleur salaire, serait entre guillemets atteint, dans le sens où on ne va plus chercher à améliorer notre salaire, mais plutôt à chercher à améliorer notre condition. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui ressort. Après, on a un temps de travail bon, qui varie un petit peu. L'emploi, le licenciement, ça stagne. Bon, c'est pas ce qui est peut-être le plus pertinent. Les qualifications et classifications, ça diminue, mais bon, c'est pas ce qui est pertinent ici pour notre sujet. Par contre, on peut regarder que voilà, le droit syndical ici est en train d'augmenter. La formation professionnelle, bon voilà, ça c'est pas quelque chose encore, c'est un peu mineur, hein. Il y a plein de lectures possibles encore une fois, mais voilà. Ici, à partir du moment où on a fait la comparaison entre le salaire et les conditions de travail, je pense que là, on a fait quand même une bonne part du travail, dans le sens où si on fait une première lecture, hein, donc à la première lecture, on voit pas forcément tout, c'est ensuite en faisant une deuxième qu'on le voit. Je rappelle que le C3, c'est 2 heures. En une demi-heure, en gros, l'idée, c'est d'avoir fait la lecture et d'avoir fait un plan, hein, plus ou moins. Allez, on peut prendre 45 minutes, 50 minutes, en gros, pour avoir fait un plan bien détaillé, qu'une enchaînement de paragraphes, hein, encore une fois, je répète, pour pouvoir passer ensuite à la rédaction. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième document. On passe au troisième. Alors, long paragraphe. Alors déjà, on voit les LGBT. LGBT, hein, on peut faire référence encore une fois à nos NMS, nos nouveaux mouvements sociaux, et même à ce qu'on a appelé dans notre cours des luttes minoritaires. Tac. Donc les LGBT, création d'une association de défense. Ah, on n'a pas parlé d'assaut encore une fois. C'est-à-dire que quand on parle d'engagement politique, bon ben voilà, on a parlé juste avant ici de syndicats. On n'a pas trop parlé de manifestation, mais ce qui reste un petit peu l'objet traditionnel hein, de l'action collective. Maintenant, on peut rajouter l'association. C'est-à-dire que si je reviens à mon sujet qui m'a amené à parler ici de la diversité et de la transformation de l'objet de l'action collective, on peut très bien parler du militantisme traditionnel, comme on voit dans le document 2, et qu'on a aujourd'hui ce répertoire d'actions collectives qui évolue, et notamment
les associations qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc 50 années se sont écoulées depuis les émeutes de Stonewall. On voit des émeutes ici, des émeutes qui ont toujours existé pour le coup, mais ça nous fait référence, ça nous refait penser normalement à un engagement politique plus spectaculaire, qui était moins le cas à l'époque. On va voir ce qu'on nous en dit, si on a peut-être un meilleur exemple que l'idée des émeutes ici. Après une violente descente de police dans un bar de New York, le premier défilé de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres est organisé outre-Atlantique. La Gay Pride est née, elle gagne le monde entier. Bon, là, hop, exemple, non, je ne veux pas le rayer, exemple, y arriver, exemple typique ici, hop, de l'exemple sur les LGBT, on a la Gay Pride qui a été créée, qui est assez récent. Ça reste encore une mobilisation du genre manifestation, donc c'est quelque chose encore traditionnel. Elle gagne le monde entier. Depuis traditionnellement, juin est le mois des marches des fiertés. C'est cette semaine emblématique avec la Pride parisienne en ligne de Mire, samedi 29 juin, que choisissent 4 salariés de France Télévisions pour lancer une association LGBT+ et alliée, France.tv pour toutes. Cette association répond à un besoin réel. Si la nature même de l'activité du groupe audiovisuel public prédispose ses salariés à l'ouverture aux autres, à leurs différences et à toutes les minorités, dans les faits, la culture ambiante doit être revisitée et modelée à l'aune de l'inclusion de tous les personnels. Ici, voilà, on reparle de minorité, ce qui nous permet, hop, de faire le lien avec les luttes minoritaires, c'est-à-dire que concrètement, au moment de rédiger, on va citer la ligne où apparaît le mot minorité, qui va nous permettre de faire le lien avec la notion de lutte minoritaire. Au sein du groupe de France Télévisions, certains salariés gays et lesbiennes n'osent pas révéler leur homosexualité. Les témoignages affluent en ce sens. Certains s'inventent une vie, d'autres ne disent rien, ne parlent pas à la machine à café de leur week-end, de leur mariage, souligne Christophe Gascard, journaliste et présentateur à France Info et cofondateur de l'association. Rien ne leur interdit bien sûr, mais l'ambiance générale ne les y invite pas. Je connais les CDD qui ne se sentent pas de l'évoquer parce que le mythe du grand reporter viril envoyé sur des théâtres d'opérations extérieures résiste encore. Ils auraient trop peur de se voir attribuer moins de contrats. Donc on voit encore une fois les discriminations ici et donc les luttes minoritaires qui sont devenues aujourd'hui nécessaires dans le sens où on n'a plus on a des discriminations au moment de l'embauche. Christophe, tac, 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 j'en étais où? Que je me perde pas. Christophe rajoute combien il est important de s'épanouir comme salarié pour être heureux dans sa vie et son travail au sein de France Télévisions. Il est possible de vivre sans se cacher. Je suis fier d'y travailler. Cette association est essentielle pour tous les salariés à Paris, dans les régions et en Outre-mer. Soyez comme vous êtes, plus vous affirmerez qui vous êtes, mieux vous serez et nous serons là pour vous y aider. Et puis, comme partout, des gens franchissent la ligne blanche sur le ton de la plaisanterie, souvent, mais dans certains cas, c'est le fond de leur pensée. Jean-Baptiste Marteau, un autre des fondateurs de France TV pour toutes, est encore ému à chaque fois qu'il pense au témoignage d'un jeune stagiaire, plusieurs mois après les faits. Son maître de stage a, devant témoins, évoqué son homosexualité, je vais y arriver, supposée avec des propos blessants et clairement homophobes. Il n'est même pas certain que l'auteur se soit rendu compte qu'il s'agissait là d'un délit identifié par la loi. Mais ce garçon de 18 ans mettra du temps à cicatriser. C'est pour ces outrances qui n'ont plus droit de citer que Jean-Baptiste s'engage aujourd'hui. Je suis un visage de l'antenne et je n'ai pas de souci à titre personnel, mais cette chance, nous ne la partageons pas toutes et tous. Je souhaite m'impliquer pour que ces cas d'homophobie ne se reproduisent plus à jamais à France Télévisions. Nous ne laisserons rien passer. L'action de cette association ne s'arrêtera pas à la sphère de notre groupe. En tant qu'éditeur de contenu, qui plus est du service public, nous avons un rôle, une mission, éduquer, rappelle Daniel Lélier, rédacteur en chef adjoint des éditions d'information du week-end sur France 3. La diversité n'est pas seulement une question de tolérance, c'est le respect de l'altérité, de toutes les différences de l'autre et dans le respect de la loi. Nous devons nous adresser à tous les publics et refléter l'image de la réalité sur toutes nos antennes, dans nos programmes, comme dans nos émissions d'information. Voilà donc la source ici, que je ne voulais absolument pas rayer. Je vais y arriver, surligneur, tac. Donc, ici, on a une mobilisation à travers les médias, lutte minoritaire. On avait parlé ici de
enfin, j'en parlais tout à l'heure, de lutte minoritaire plus spectaculaire, donc l'utilisation de médias. Ici, on a tout à fait l'exemple, hein, de France Télévisions et de médias de service public qui a un impact important. Ce qui nous pourrait nous faire, le lien en fait avec, des exemples plus concrets, d'actions protestataires concrètes dans la rue, et impactantes. Voilà. Plus spectaculaires qu'à l'époque où on avait des conflits plutôt du travail. La notion d'ailleurs du cours qu'il faudrait, définir. Ce qui nous amène donc à notre plan. Tac, juste mettre un peu une grille, papier, hop, à grille, parfait, tac. Alors, on a parlé de répertoire, on a parlé, de lutte minoritaire, on a parlé d'évolution, on a aussi diversité de tous ces motifs-là. L'idée, c'est, bah, voilà, d'essayer de remettre un petit peu ça dans l'ordre pour voir comment, on pourrait faire un plan et qu'on pourra mettre en place, voilà, quelques idées qui seraient importantes. Déjà, comment, ont évolué ces revendications, hein? Quand on parle de motifs, on parle de motifs de revendication collective. Donc ce serait pas mal peut-être de faire en 1er paragraphe, comment ont évolué, mince, pourquoi je fais un tiret? Je ne sais absolument pas, tac. Comment ont évolué les revendications collectives? Tac. Hop. Alors, du coup, si on fait ça en premier paragraphe, l'idée ce serait, moi ce que je te conseille, c'est quand tu fais ton brouillon, à la fin, de ton titre, tu mets les documents que tu vas utiliser. C'est-à-dire que des fois, on peut très bien faire un plan, se dire: «OK, pour moi là, il est clair», puis on repasse à autre chose, ou pendant la rédaction, à un moment donné, on revient sur notre plan pour dire: «OK, je veux pas me perdre, je sais, comment je vais continuer». Si on n'a pas marqué les documents qu'on va utiliser, on va peut-être se dire: «Mince, je voulais dire quoi ici?» Et de perdre du temps. Et l'idée, c'est pas de perdre du temps, hein, c'est de marquer directement les documents qu'on va utiliser. Alors, où est-ce qu'on parlait, de ces revendications? Eh ben, on a le document 1, on a des motifs environnementaux, économiques, culturels. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, hein, mais pour rajouter sur l'évolution des répertoires, on a parlé des NMS, mais on n'a pas parlé de l'environnement qui prend un peu plus de place, hein, encore une fois. Ce qui rentre dans les NMS évidemment, mais ce qui peut nous donner un exemple concret tiré d'un document. Donc on va utiliser le document 1. Est-ce qu'on peut en utiliser un autre? Je pense que les conflits du travail ici, sont un peu notre point de départ, hein. Donc, il faudrait utiliser d'abord, dans un premier temps, le document 2 pour parler des conflits du travail et en disant, hop, on y rajoute quelques motifs qui sont nouveaux, un conflit, enfin pour motifs environnementaux, il y a 100 ans, bon, on en avait beaucoup moins, même si on ne remonte pas à 100 ans, mais en 1975 déjà, c'était moins le cas. On parlait à peine d'environnement d'ailleurs, hein. Enfin, la notion n'était pas aussi politisée qu'aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Maintenant qu'on a parlé de ça, l'idée voilà, donc je vais le noter quand même. On va parler du conflit du travail. Conflit, hop, du travail et à partir du moment où on a parlé du conflit du travail, on peut y rajouter les luttes minoritaires du coup. Tac. Donc ici, conflit du travail, on a le doc 2. Lutte minoritaire, on a doc 1 et 3. Donc ça veut dire qu'en un paragraphe, déjà, on a parlé des 3 documents, ce qui nous évite du coup de les séparer. Deuxième paragraphe, maintenant qu'on a parlé de ces revendications collectives et comment elles ont évolué, qui participe, hein, à ces revendications? Donc on peut essayer de voir comment ont évolué l'évolution de ces acteurs et de leur répertoire, hein, et des répertoires. Évidemment, quand on va donner une notion, on va définir systématiquement de l'action collective. Ça marche. Et dedans, qu'est-ce qu'on va noter? Eh bien, on peut repartir encore une fois, hein, on nous demande de donner les transformations, donc on veut qu'on fasse une évolution. Donc on repart du document 2. Hop, je remets juste le document 2 pour te montrer. Document 2, nous montrer qu'au final, on avait surtout des conflits du travail, donc pour motif économique, d'accord? Et qui nous permet en fait de mettre en avant qu'on avait un mouvement ouvrier, à l'époque qui était,
assez ample et ce qui justifie ces conflits du travail. Donc aujourd'hui, on a une baisse de ce mouvement ouvrier. Hop, on a une baisse de mouvement ouvrier traditionnel. Bon, je l'écris sous forme de notes, hein, mais je le dis au fur et à mesure, donc tu comprendras, qui est associé plutôt aux syndicats qui apparaissent dans notre document 2. Tac, doc 2 ici. Alors que, à l'inverse, on a, alors syndicat d'ailleurs et parti politique, hein, je sous-entendais, mais je le rajoute au cas où. Et de l'autre côté, on a d'autres répertoires, les associations. Et c'est là, avec les associations, qu'on va pouvoir y rajouter ici, encore une fois, les luttes minoritaires. D'accord? Enfin, les minorités en général, qui s'engagent dans des associations. Donc, nouvel objet de l'action collective qui prend plus d'ampleur par rapport à l'ancien mouvement ouvrier traditionnel. Et au-delà de ça, on a une évolution quand même de notre répertoire, hein, hop, des répertoires en général, des répertoires qui supposent des actions collectives plus spectaculaires. Tac, plus spectaculaires. Alors peut-être qu'à la limite, ça, hop, je vais le mettre dans un second temps, hop, et que d'abord, avant de parler de plus d'événements spectaculaires qui ne sont pas directement notés dans les documents, on va partir du document 3. Tac, je vais mettre doc 3 ici, qui met en avant la médiatisation, plus de médiatisation. Hop, avec France Télévisions, plus de médiatisation et donc plus d'actions aussi contestataires spectaculaires. Alors, c'est un plan comme les autres. Il n'y en a pas un de juste. Je le répète à chaque fois, il n'y en a pas un de juste. C'est un plan possible. J'utilise tous les documents. Peut-être, à la limite, dans la deuxième partie, il y a moyen de rajouter le document 1 à un moment donné, quand on parle des luttes minoritaires. Hein, on peut refaire le lien avec des associations, je n'avais pas parlé, mais par exemple du développement durable. Donc là, on pourrait parler des doc 1. On pourrait faire la comparaison entre la France et un autre pays, par exemple. Voilà, pour la problématique, on reformule simplement le sujet sous forme de question. L'accroche en introduction peut être valorisée. On définit nos mots-clés dans un premier paragraphe, enfin alinéa. On définit nos mots-clés, on revient à la ligne alinéa problématique, on revient à la ligne alinéa, on annonce notre plan. On fait 2 parties en mettant des connecteurs logiques dans un premier temps, dans un deuxième temps. On n'oublie pas que l'affirmation doit tenir en une phrase. On met un exemple ou plusieurs et on interprète systématiquement. Et en conclusion, l'idée, ça va être, comme là, j'ai fait 2 parties, donc 2 phrases, une phrase qui résume ma première partie, une phrase qui résume la deuxième. Et on essaie d'ouvrir sur quelque chose dont on ne parle pas et qui aurait pu permettre de compléter notre sujet. Par exemple, on n'a parlé que d'actions collectives, on n'a pas parlé d'actions individuelles. Donc on n'a pas parlé, par exemple, de choix de consommation engagée, qui peut nous permettre d'ouvrir sur autre chose. Voilà, j'espère que c'est clair, je suis allé un petit peu vite. N'hésite pas si tu as des